Elle ne nous attire pas par du clinquant, mais c'est au bout de quelques minutes, à force de la connaître, qu'on se rend compte à quel point elle est belle et elle gagne comme ça notre admiration qui n'en est plus que plus forte, si vous voulez, parce que justement elle ne cherche pas à nous séduire. C'est en lisant des lettres du grand psychanalyste Freud à sa fiancée, alors qu'il était de passage à Paris vers 1885, il est tout jeune et il va à Notre-Dame tous les jours parce que il le dit à sa fiancée, c'est l'endroit le plus émouvant dans lequel j'ai eu la chance d'entrer. Et voilà, c'est un peu ça. Je me suis sentie tout à fait comme Sigmund Freud devant Notre-Dame. Elle ne nous laisse jamais indifférents. Podcast by Tendance Ouest. Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Il y a 2 ans, le soir du 15 avril 2019, la France et le monde découvrent Notre-Dame de Paris, prise d'assaut par des flammes impitoyables. La sidération, le choc et l'émotion vécue cette nuit-là par le monde entier révèlent l'importance de ce monument dans la mémoire collective. La cathédrale de Paris n'est pas un édifice comme les autres, elle brise les frontières des croyances et des amoureux du patrimoine. Agnès Poirier est écrivain et journaliste, elle publie chez Flammarion Notre-Dame, l'âme d'une nation. Elle est notre invitée aujourd'hui dans Des bouquins dans les poches sur Tendance Ouest. Bonjour Agnès Poirier. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté cet échange. Vous vivez entre Londres et Paris, vous écrivez régulièrement pour le Guardian, pour le New York Times, Marianne ou l'Espresso. Vous commentez l'actualité sur diverses chaînes comme la BBC, Channel 4, CNN et France 24. Où étiez-vous ce soir du 15 avril 2019 et pour quelle raison la journaliste que vous êtes a souhaité écrire sur Notre-Dame en partant de cet incendie et du choc qu'il a provoqué ? Mais justement, j'étais à Paris, je préparais, comme beaucoup de mes collègues, une émission pour la BBC concernant l'annonce qu'allait faire, le discours qu'allait faire le président Macron ce soir-là. Et il se trouve que quand je suis à Paris, j'ai la grande chance d'avoir une vue sur la cathédrale de Notre-Dame. Et tout d'un coup, je me retourne vers la fenêtre, je vois quelque chose dans le coin de mes yeux et d'énormes nuages d'une drôle de teinte jaune et je me dis ça ne peut venir que de la Seine et derrière la Seine il y a la cathédrale. Je me suis précipitée dehors et comme tous les gens était totalement ébahi et il était évident que ce n'était pas un petit incendie, il était évident que nous vivions des heures dramatiques, voire tragiques. Et donc il a fallu tout d'un coup, puisque cette émission de la BBC, je l'ai faite quand même, mais là nous n'avons pas du tout parlé de politique française, mais cette émission a duré 1 heure et sur Notre-Dame, et donc le monde entier finalement découvrait sur ces écrans des images qu'on pensait impossibles. Et il a fallu très vite que je mette des mots un petit peu sur ces images, c'est-à-dire que j'ai ensuite enchaîné pendant 48 heures, nuit et jour, les commentaires pour les chaînes internationales de radio et de télévision. Et ce qui était très frappant, c'est que des gens qui n'étaient parfois jamais venus en France, à Paris, et n'avaient pas franchi le seuil de la cathédrale, étaient absolument bouleversés. Et ils voulaient comprendre pourquoi. Et donc j'ai essayé très vite de mettre des mots sur une émotion, mais moi-même j'étais très étonnée parce que je suis française, même si j'ai un pied depuis 25 ans à Londres, mais moi-même j'étais confrontée à des émotions que je ne pensais pas possibles. Et j'ai bien vu sur les quais de Seine ce soir que finalement Notre-Dame est bien plus qu'un lieu de culte, bien plus qu'une cathédrale, bien plus qu'un lieu spécial pour les catholiques, mais que nous étions finalement tous concernés en France et à l'étranger. Votre livre se dévore, Agnès Poirier. C'est un livre d'histoire doublé d'un reportage, j'ai envie de dire, très précis sur cette nuit terrible et cette soirée du 15 avril. La narration est allaitante entre les choix cornéliens que doit faire le général Gallet, qui commande les pompiers de Paris, l'émotion de Monseigneur Chauvet, le recteur de la cathédrale, le déplacement d'Emmanuel Macron, la foule, vous en parliez, qui se masse sur les berges de la Seine. Le livre s'ouvre et se referme sur cet événement. C'est pour l'inscrire dans les plus de 850 ans d'histoire tourmentée de Notre-Dame ?
Oui, parce que d'abord j'ai voulu commencer évidemment avec l'incendie finalement, et donc là j'ai pris ma casquette de reporter et j'ai voulu rencontrer le plus possible de gens qui étaient vraiment les acteurs de ce que nous voyons comme des spectateurs impuissants. Eux, ils ont fait quelque chose. Les historiens d'art, les architectes en chef des monuments historiques, les pompiers évidemment, le général Gallet, magnifique, et c'est eux qui ont sauvé les trésors et qui ont sauvé Notre-Dame. Et il m'était très important déjà de comprendre, voilà, minute par minute, seconde par seconde, ce qu'il se passait finalement derrière les écrans. Comme une communion entre nous, le public impuissant, et puis eux, les acteurs d'un sauvetage in extremis finalement. Et puis ensuite, j'ai voulu comprendre, et ça c'est ma casquette d'historienne, j'ai voulu comprendre ce qui dans l'histoire explique finalement notre attachement, qui est à la fois sacré mais aussi totalement profane. Et j'ai découvert comme ça, alors j'ai pris 10 moments clés, 10 dates clés de l'histoire de Notre-Dame, qui est aussi une petite histoire de France, et pour comprendre. Et j'ai compris beaucoup de choses, j'ai découvert des choses que j'ignorais complètement et qui en disent tellement long, et que sans doute nous connaissons chacun peut-être de façon instinctive, on a oublié, mais c'est dans l'ADN de la France. Et donc j'ai découvert par exemple, je me suis attachée au financement de la construction au XIIe et XIIIe siècle de la cathédrale, et contrairement aux autres cathédrales gothiques qui bénéficiaient beaucoup de l'argent de la monarchie, ce n'était pas le cas avec Notre-Dame. Notre-Dame a été financée par chacun d'entre nous, par les prostituées de Paris, par les bourgeois de Paris, par les serfs, par les fermiers, par... D'après vous, c'est l'un des éléments qui ont fait cet attachement particulier des Français et des Parisiens à Notre-Dame? C'est une des facettes, mais comme je suis revenue à sa construction, je me suis dit c'est étonnant, c'est vraiment un palais du peuple. C'est-à-dire que nous avons tous contribué, elle est à nous, mais pas uniquement symboliquement. C'est nous qui l'avons financée, c'est nous qui l'avons construite. Et votre livre, à bien d'autres cathédrales. Votre livre fourmille d'anecdotes passionnantes du début de sa construction au Bourbon, du sac de Napoléon à Victor Hugo, Viollet-le-Duc, de Gaulle. C'est important de rentrer dans cette histoire-là. On a l'impression que vous nous prenez par la main et puis vous nous embarquez pour nous dire voilà pourquoi peut-être vous avez eu un choc ce fameux soir du 15 avril 2019. La cathédrale vient de loin et elle ne vient pas de rien, quoi. Tout à fait, et vous avez, il vous manque juste 1789, parce que alors pendant la Révolution, c'est extraordinaire, la cathédrale se transforme en une espèce de laboratoire d'idées révolutionnaires. Les révolutionnaires, on connaît évidemment le 14 juillet, la prise de la Bastille, mais que font-ils le lendemain? Ils se ruent avec Jean-Sylvain Bailly, qui est astronome, mais aussi le premier maire de Paris, pour célébrer le massacre des gardes suisses, un peu étonnant. C'est l'un des passages incroyables de votre livre. Oui, mais le 4 août aussi, la nuit de l'abolition des privilèges, eh bien ils sortent comme ça à l'aube et ils se précipitent pour un tédéum solennel, parce que, si vous voulez, pour eux, la Providence, Dieu, est forcément révolutionnaire, est forcément du côté des révolutionnaires et de la Révolution française. Et on peut dire ça finalement de 900 dernières années, c'est-à-dire que c'est aussi, en fait, quand je dis c'est un laboratoire d'expérimentation politique pour la France, c'est aussi le lieu de notre réconciliation nationale. À chaque fois qu'il s'est passé des choses tragiques ou glorieuses dans notre pays, nous nous sommes retrouvés à Notre-Dame, et c'est très important parce que, et là je reprends ma casquette un peu d'expatrié, vu de l'étranger, nous sommes un pays qui a tort nous diviser, peut-être un peu trop, et ces dernières années, on a plutôt vu nos divisions que le vivre ensemble, comme on dit en France. Donc ça m'a paru, je pense qu'aussi notre émotion vient de là. C'est que c'est une histoire qui nous rassemble, qui nous unit. Et en ce moment, on a besoin de ça.
Podcast by Tendance Ouest. Vous parliez de la Révolution, on peut parler de Napoléon. On a l'impression que d'une certaine manière, pour être adoubé par les Parisiens, il vaut mieux avoir Notre-Dame avec soi. Ah bah c'est sûr, ça a toujours été un enjeu. Alors les révolutionnaires voulaient aussi, alors aujourd'hui on dirait cyniquement qu'ils faisaient une récupération politique de Notre-Dame, aussi parce qu'ils savaient très bien que ça rassurait l'Europe, très très inquiète de ce qui se passait en France à l'époque. Ça les rassurait, les monarchies européennes, de voir que finalement les révolutionnaires se retrouvaient souvent à Notre-Dame. Il y avait quelque chose d'une continuité historique, si vous voulez, qui rassurait. Napoléon, évidemment, s'est servi de Notre-Dame, mais on peut parler de cynisme, de récupération politique, mais on peut aussi parler, peut-être plus naïvement, mais aussi plus généreusement, de ce pacte qui ne connaît aucune politique partisane, si vous voulez. Notre-Dame est au-dessus de nous tous. Et d'ailleurs, le soir de l'incendie, on a vu Jean-Luc Mélenchon, qu'on ne peut pas taxer d'être ultra-catholique, par exemple, et vraiment très à l'extrême gauche. Eh bien, il était, on l'a tous vu, au bord des larmes. Tout le monde était au bord des larmes. Ce n'était pas une question ni religieuse ni politique, si vous voulez. Voilà. Et Notre-Dame, c'est un peu le visage de la civilisation pour le monde entier, et pour nous, c'est le visage de notre union. Votre sous-titre, c'est l'âme d'une nation. C'est très beau. Pourquoi, pour vous, Notre-Dame est un élément incontournable de notre construction en tant que nation ? Alors, évidemment, le terme de nation, ça aurait pu être en anglais, c'est l'âme d'un pays. L'édition hollandaise, le sous-titre est l'âme de Paris. Vous voyez, ça dépend du point de vue. L'âme, évidemment, est du registre religieux, ce qui n'était pas forcément mon intention, parce que ce n'est pas du tout un livre, histoire religieuse du tout. Mon point de vue était celui vraiment d'une citoyenne ordinaire de la République française, qui n'est pas catholique pratiquante, mais qui a été quand même absolument ébranlée par le spectacle de l'incendie. Et je pense vraiment que c'était ça qui était important. Donc l'âme des nations, c'est, on pourrait dire, le symbole d'un pays aussi. Et parce que tout simplement, par ce que je vous ai dit sur ce lieu de réconciliation et d'union nationale. Vous vous rappelez peut-être que le gros bourdon Emmanuel, qui est là depuis 386 ans, dans la tour sud de Notre-Dame, a sonné pour les morts de Charlie Hebdo. Or, on sait très bien que Charlie Hebdo était viscéralement anticlérical. Voilà, Notre-Dame est généreuse, elle aime tout le monde et c'est pour ça qu'on l'aime. Avec vous, Agnès Poirier, avec ce Notre-Dame, l'âme d'une nation aux éditions Flammarion, nous découvrons qu'au fil des époques, la cathédrale, et là je vous cite, sera négligée, modifiée, pillée, délabrée et de peu condamnée à disparaître. D'après vous, est-ce que c'est aussi ce destin chahuté qui nous la rend si précieuse ? Oui, sans doute, parce que elle a failli mourir, j'allais dire de sa belle mort, non, mais du délaissement des hommes. Et en fait, elle a été sauvée par ses amoureux, et notamment Victor Hugo et Viollet-le-Duc. Sans Victor Hugo, sans doute que Notre-Dame ne serait plus là où elle est, au cœur de Paris et de l'île de la Cité. Quand Victor Hugo écrit Notre-Dame de Paris en 1830, eh bien, ça fait 200 ans qu'elle est totalement négligée. C'est vraiment, elle est au bord de la ruine. Et à l'époque, il n'y a pas de loi qui protège le patrimoine architectural français. Et il réclame depuis, en fait, son pamphlet de 1823, qui se nomme la guerre aux démolisseurs. Il réclame une loi et un ministère pour sauver le patrimoine culturel et médiéval, architectural français, et il va l'obtenir. Parce que Louis-Philippe, qui arrive au pouvoir en 1830, aime l'idée, et c'est lui qui va créer le premier poste d'inspecteur des monuments historiques, et
quelques années après, Viollet-le-Duc et fait partie un petit peu de cette avant-garde des architectes et en fait des architectes en chef des monuments historiques. Et on peut dire que c'est grâce à cette création et aussi au budget alloué par l'État que Notre-Dame va être sauvée. Vous rappelez le rôle qu'a joué Victor Hugo, et votre livre le démontre. Et d'ailleurs, je ne pensais pas qu'il avait joué un si grand rôle. Évidemment, j'avais Notre-Dame de Paris en tête, mais par votre livre, j'ai découvert le rôle presque législatif qu'il a eu sur Notre-Dame de Paris. Vous écrivez non seulement le livre protège la cathédrale, donc vous faites référence à Notre-Dame de Paris, d'une ruine certaine, mais il devient l'un des premiers phénomènes multimédia du 19e siècle. Expliquez-nous. Alors, Notre-Dame de Paris, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Victor Hugo a 28 ans. Il a, 2 ans auparavant, promis à son éditeur un grand roman à la Walter Scott. C'était très à la mode à l'époque, mais c'est le théâtre à l'époque qui l'intéresse beaucoup plus. Mais bon, il a 28 ans, il a dépensé toute son avance d'éditeur. Il faut absolument, s'il ne veut pas rembourser cet argent à son éditeur, qu'il se mette au travail. Et il se met au travail dans les journées de juillet 1830, les journées de la Révolution de 1830. Les barricades sont au bout de sa rue et il a une idée qui, comme ça, prend forme et il se confie à ses amis. Il dit, mais j'écris et finalement, ce livre s'écrit tout seul. Je ne le contrôle plus. Et c'est comme ça un long fleuve. Il publie une première édition et 1 an plus tard, en fait, il écrit et publie la version, si vous voulez, finale, qui est très très longue, qui est vraiment une version fleuve avec tous ces personnages que nous connaissons évidemment, Quasimodo, Esmeralda, Frollo, Phébus, et Randuel, qui est son 2e éditeur, veut être à la hauteur du contenu du livre et donc il publie dans un maroquin rouge une édition absolument luxuriante qui est avec plein de vignettes et d'illustrations à l'intérieur et c'est un peu un livre cathédrale, c'est-à-dire que les gens s'emparent du livre mais comme un objet d'art et ça devient un objet culte et un roman culte et en fait les personnages, donc c'est un best-seller on dirait aujourd'hui, et les personnages aussi envahissent l'imaginaire collectif et on a ce qu'on appelle des produits dérivés, c'est-à-dire que tout d'un coup, voilà, de la vaisselle avec tous les personnages va être vendu, des horloges, des objets, des petites figurines. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu le premier phénomène multimédia, parce que immédiatement on lui demande de vendre ses droits pour adapter le roman à l'opéra, au théâtre, et quelques décennies plus tard, eh bien c'est le cinéma qui s'empare de Notre-Dame de Paris, le bossu de Notre-Dame, c'est comme ça qu'il est traduit en langue anglaise, et il y a une dizaine de films. Alors on se souvient évidemment surtout de 2 films, les meilleurs, celui de 1939 avec Charles Laughton et Maureen O'Hara, fait par Hollywood, mais aussi celui de Delannoy avec Gina Lollobrigida et Anthony Quinn dans le rôle de Quasimodo. Et puis plus tard, en fait assez récemment, il y a 25 ans à peu près, c'est Walt Disney qui faisait le bossu de Notre-Dame. Si vous voulez, de génération en génération, l'affection pour Notre-Dame de Paris est comme ça passé, communiqué, et tout ça, c'est grâce à Victor Hugo. Podcast by Tendance Ouest.
parcourir tous les chapitres de votre livre avec vous parce qu'ils sont très riches, parce que vous en parlez très bien. Je ne peux que renvoyer nos auditeurs à cet ouvrage Notre-Dame, l'âne d'une nation, qui se dévore. Un mot quand même, Agnès Poirier, sur Viollet-le-Duc. Vous avez abordé un tout petit peu tout à l'heure Viollet-le-Duc, qui est aimé, puis détesté, puis redécouvert finalement il y a quelques années maintenant. Mais on a lu en tout cas des Viollet-le-Duc a massacré tous les monuments français. Et puis finalement, là on va refaire la flèche à l'identique. Donc Viollet-le-Duc va rester parmi nous, en tout cas va rester une empreinte forte de Notre-Dame. Un mot sur ce personnage clé d'une des histoires de Notre-Dame. Viollet-le-Duc, c'est vraiment un cas, un grand malentendu français, terriblement mal aimé, parce que le malentendu réside dans le fait qu'on a cru longtemps, en tout cas au début du XXe siècle, que finalement tout ce qu'il faisait c'était du pastiche, que c'était un Moyen-Âge de pacotille. Et pas du tout, on a confondu la mode pour le médiéval au début du XIXe siècle avec Viollet-le-Duc qui était l'antinomie, si vous voulez. Lui était un véritable érudit, connaisseur du Moyen-Âge et amoureux du Moyen-Âge, mais avec de vraies connaissances. Et donc, dans l'imaginaire, on s'est dit que finalement, sa restauration Notre-Dame était une pauvre restauration, pas du tout. Et en fait, il a été redécouvert grâce à une grande exposition, une rétrospective de son œuvre, parce que c'était un dessinateur de génie, on avait complètement oublié. C'était dans les années 80 au Grand Palais, et là, toute une génération d'historiens de l'art, d'architectes, se sont dit, mais mon Dieu, on n'avait rien compris à Viollet-le-Duc. Mais dans le grand public, ça a été encore très long. Même moi, je me rappelle, ma famille me disait, ah oui, Viollet-le-Duc, non, c'est du Moyen-Âge de pacotille. Eh ben, pas du tout. Et à force de parler aux connaisseurs, aux architectes, aux historiens d'art, on dit, mais ils m'ont tous dit, et pas un ne m'a parlé ou plutôt tous m'ont parlé du génie de Viollet-le-Duc, et j'ai pu le voir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons conservé tous ces plans, de la flèche notamment, et de sa restauration. Et donc, ce sont ces plans qui vont servir à la reconstruction. Philippe Villeneuve, l'architecte en chef de Notre-Dame, me l'a dit. Il m'a dit, justement, ça va être beaucoup plus simple pour nous, parce que ces plans sont tellement minutieux, précieux et remarquables, que pour nous, ça va vraiment accélérer notre travail. Et Viollet-le-Duc dessinait particulièrement bien. Vous évoquez les cloches de Notre-Dame, Agnès Poirier, nous en sommes très heureux puisque vous rendez hommage à la fonderie Cornille-Havard de Villedieu-les-Poêles en Normandie, que l'on connaît très bien sur Tendance Ouest. Le son de Notre-Dame est important. Ce chapitre est très beau aussi parce que vous nous dites à quel point ce son a rythmé l'histoire de France et rythme encore la vie parisienne. Oui, c'est d'ailleurs si triste de ne pas entendre les différentes cloches de Notre-Dame, parce qu'il y a quand même il y avait 5 services par jour, entre autres, plus les petits carillons. Et donc, oui, ce qui était étonnant, en fait, quand on est parisien, c'est qu'en 2013, lors de l'anniversaire des 850 ans de Notre-Dame, Notre-Dame s'est offert, grâce à une souscription publique, s'est offert de nouvelles cloches, parce que ce que nous ne savions pas, enfin je ne le savais pas en tout cas, c'est qu'elle ne sonnait pas juste Notre-Dame, et depuis longtemps, depuis 1769 en fait. Et c'est donc, et je me rappelle très bien avoir lu dans le journal, cet après-midi, les cloches vont enfin sonner, les nouvelles cloches. Alors évidemment, le bourdon Emmanuel est toujours là, mais il y avait 8 nouvelles cloches, et c'était extrêmement émouvant. On était massés, on était des foules entières massées aux abords de Notre-Dame, et voilà, on l'a entendu sonner juste ou chanter juste pour la première fois. Avant de conclure, Agnès Poirier, vous écrivez vers la fin de votre livre « Notre-Dame est le cœur battant de la France ». À vous lire, on a l'impression que votre cœur aussi bat pour Notre-Dame, ça fait pas l'ombre d'un doute. Pourquoi vous aimez Notre-Dame, Agnès Poirier ? Écoutez, je pense que sa beauté est assez particulière, parce que
D'abord, on a tous notre angle favori de Notre-Dame aujourd'hui. Elle est comme ça, elle se dresse en majesté, peut-être un peu trop solitaire d'ailleurs, parce que le baron Haussmann l'a rendue très seule finalement sur cette pointe orientale de l'île de la Cité, mais au moins on la voit de loin et elle nous attire comme ça, comme un aimant. Et ensuite, elle est très austère, si on regarde bien. C'est une beauté très austère, mais il suffit, donc elle ne nous attire pas par du clinquant, mais c'est au bout de quelques minutes, à force de la connaître, qu'on se rend compte à quel point elle est belle et elle gagne comme ça notre admiration qui n'en est plus forte, si vous voulez, parce que justement elle ne cherche pas à nous séduire. Et c'est en lisant des lettres du grand psychanalyste Freud à sa fiancée, alors qu'il était de passage à Paris vers 1885, il est tout jeune et il va à Notre-Dame tous les jours parce que il le dit à sa fiancée, c'est l'endroit le plus émouvant dans lequel j'ai eu la chance d'entrer et voilà, c'est un peu ça. Je me suis sentie tout à fait comme Sigmund Freud devant Notre-Dame. Elle ne nous laisse jamais indifférents. Merci infiniment Agnès Poirier, Notre-Dame, l'âme d'une nation aux éditions Flammarion. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.